Dernier type de cellules des glandes gastriques, ce sont les cellules principales ou cellules à pepsine qui fabriquent le pepsinogène qui est activé en pepsine une fois présent dans la lumière gastrique. Ces cellules sont principalement présentes au fond des glandes gastriques. Elles sont notées P sur cette photo. Elles apparaissent comme des cellules allongées, assez hautes, donc prismatiques, avec un noyau basal et le cytoplasme autour du noyau très coloré. Violet foncé si la coloration est de type hématoxyline-éosine. Cette couleur est due à l'abondance de règles avec des ARN messagers qui sont traduits en pepsinogènes. Le cytoplasme apical, quant à lui, est peu coloré et granuleux dû aux vésicules d'exocytose. Cet aspect cellulaire est typique d'une cellule de type sécrétrice de protéines exocytées, en l'occurrence ici le pepsinogène. On peut repérer ces cellules dans des sections longitudinales de glandes gastriques, mais aussi parfois plus profondément au niveau de la coupe sous forme de sections transversales des glandes gastriques, comme ici en bas de cette photo, donnant une organisation plus ou moins circulaire de ces cellules principales autour d'une lumière qui éventuellement peut être visible correspondant à la lumière gastrique. Pour résumer, une certaine zonation est visible au niveau de la muqueuse gastrique du fait de la répartition préférentielle de ces trois types de cellules sécrétrices de l'épithélium, avec une zone haute assez claire contenant principalement des cellules à mucus, une zone intermédiaire moyenne peu colorée avec principalement des cellules à HCl, et enfin une zone plus basse, plus profonde, très colorée, avec principalement des cellules à pepsine. La cellule principale a une organisation typique de cellules sécrétrices de protéines exocytées. On y retrouve donc la même polarité structurale et fonctionnelle que la cellule acineuse pancréatique. Vous pourrez ajouter sur ce schéma les différentes légendes que vous connaissez. Ici, nous préciserons le devenir du pepsinogène. Le pepsinogène est une protéine, donc une association d'acides aminés, mais il est inactif. Libéré dans la lumière gastrique, il est partiellement hydrolysé grâce à une hydrolyse acide due à l'HCl. Partiellement hydrolysé signifie qu'il y a hydrolyse de certaines liaisons peptidiques, mais pas de toutes. Donc certains acides aminés de la chaîne vont être éliminés. Cette hydrolyse partielle continue avec de nouveaux acides aminés qui partent. Ceci change la conformation de la protéine qui passe alors sous forme de pepsine. Pepsine qui est la forme active. Au départ, quelques pepsinogènes passent sous la forme pepsine grâce à l'HCl. Mais très vite, les quelques pepsines qui sont synthétisées, qui ont été formées, catalysent leur propre formation. Donc on a ici une hydrolyse enzymatique due à l'enzyme, la pepsine. La pepsine étant une protéase, elle digère les protéines. Elle digère ici le pepsinogène pour donner la pepsine. La pepsine formée
sert ensuite à la digestion des protéines du bol alimentaire dans l'estomac. La cellule principale sécrète également par exocytose la proprésure qui s'active quand elle est sous forme de présure ou chymosine. La présure provoque la coagulation du lait en précipitant le caséinogène, qui est la forme soluble de la caséine, protéine spécifique du lait. Cette caséine sera ensuite attaquée par la pepsine dans la lumière gastrique. Vous analyserez en détail l'électronographie prise au MET d'une cellule principale, cellule à pepsine. En TP, vous aurez à analyser une préparation microscopique d'estomac au microscope optique. Il faudra repérer les 4 couches typiques du tractus gastro-intestinal, c'est-à-dire la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculaire et l'adventice. Parfois, comme c'est le cas sur cette photo, l'adventice n'est pas conservé. Pour la muqueuse, les 3 sous-couches seront à repérer: l'épithélium, le chorion, ainsi que la musculaire muqueuse. Comme nous l'avons vu, il faudra repérer les 3 types de cellules sécrétrices. Sous cette couche d'épithélium unistratifié, vous repérerez le chorion, qui est un tissu conjonctif avec de très nombreuses cellules, comme par exemple des fibroblastes ou encore des cellules immunitaires. Sous le chorion, la musculaire muqueuse, très fine, d'aspect fibreux, qui peut remonter à la base de la muqueuse, que nous voyons bien sur cette vue plus générale. Ensuite, la sous-muqueuse avec du tissu conjonctif contenant collagène, fibroblastes, mais aussi de nombreux vaisseaux sanguins qu'il faudra déterminer, comme par exemple ici une vénule reconnaissable à sa paroi fine. Attention, la sous-muqueuse a une épaisseur très variable sur les préparations microscopiques. Ici, on en voit de façon abondante, mais ce ne sera pas le cas sur toutes les préparations. Il faudra bien vous déplacer sur l'ensemble de la lame pour trouver une zone épaisse favorable à sa description. Puis vient la musculaire. Comme toute partie du tube digestif, l'estomac contient des muscles longitudinaux périphériques et des muscles circulaires plus internes. Mais il a la particularité d'avoir une couche supplémentaire de muscles obliques. Les muscles obliques lui sont spécifiques et sont liés à sa forte activité contractile qui lui permet le brassage du bol alimentaire. Il est en effet animé d'une onde de contraction permettant le malaxage du chyme gastrique. Les muscles obliques vont dans différentes directions dans la paroi, en diagonale, et sont reconnaissables sur la coupe sous forme de paquets plus ou moins dissociés. L'épaisseur de ces muscles obliques est très variable en fonction de l'endroit où la coupe a été effectuée. Sur cet exemple, les muscles obliques ont à peu près la même épaisseur que les circulaires et les longitudinaux. Mais c'est loin d'être toujours le cas.
Sur de nombreuses lames, comme celle-ci par exemple, les muscles obliques sont prépondérants.